Nous allons nous intéresser ici aux conséquences de la combinaison linéaire et aux conséquences des résultats mathématiques sur les expressions de ces combinaisons linéaires et les relations en énergie. Donc, lorsque nous souhaitons trouver les orbitales moléculaires à partir d'un certain nombre d'orbitales atomiques, nous avons déjà vu que nous devons les grouper en groupes de symétrie, parce que celles qui seront dans les mêmes groupes de symétrie pourront permettre de construire des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques. Donc j'ai imaginé un système ici, purement artificiel, pour lequel j'ai n orbitales atomiques pour des atomes A et B. En l'occurrence, j'en ai choisi 5 ici, avec un nombre grand N qui vaut 5, et que j'ai donc un indicé, phi1, phi2, phi3, phi4, avec un A, phi A1, phi A2, phi A3, phi A4, parce qu'elles appartiennent à l'atome A. Donc j'ai imaginé un atome A qui apporte 4 orbitales atomiques, et puis un atome B qui apporte une seule orbitale atomique. Pour ne rien vous cacher, c'est le système CH. Donc si je pars ainsi de 5 orbitales atomiques, eh bien je vais construire n, le même nombre exactement, d'orbitales moléculaires. Donc je dois obtenir 5 orbitales moléculaires que je vais appeler cette fois-ci psi. Psi indicé AB parce que chacune d'entre elles représente des propriétés de la molécule AB, et indicé de 1, 2, 3, 4 à 5, indicé de 1 à 5, puisqu'il y en a 5. Eh bien, lorsque on résout le système mathématique, on trouve à la fois un jeu d'énergie et un jeu de combinaisons linéaires qui sont en relation les uns avec les autres. Par exemple, je les ai classés ici par énergie croissante, et donc la première orbitale moléculaire que je vais rencontrer, je trouve ici psi AB1 avec un premier coefficient devant phi A1, un deuxième coefficient devant phi A4 et un troisième coefficient devant phi B, puisque les trois appartiennent au même groupe de symétrie et donc vont permettre de construire une combinaison linéaire. Vous aurez remarqué que j'ai mis un coefficient C ici en gras et en majuscule. Ça signifie tout simplement qu'il s'avère que dans cette combinaison linéaire, le coefficient devant phi A1 est beaucoup plus important. Eh bien, ce n'est pas un hasard, parce que phi A1 est l'orbitale de plus basse énergie, et lorsque on travaille sur phi AB1, phi AB2 et phi AB5 qu'on trouve en combinaison linéaire, eh bien il s'avère que phi AB1 est la plus basse d'entre elles, et la plus basse d'entre elles est forcément la plus proche en énergie de la plus basse de toutes les orbitales atomiques de départ, c'est-à-dire de phi A1. Eh bien, cette relation où le plus gros coefficient est porté par phi A1, alors que le résultat est plus proche en énergie de phi A1, est une systématique. Donc, on sait que si une orbitale moléculaire est à un niveau plus proche de l'une des orbitales sources, alors le coefficient ici sera le plus important. Eh bien, si le coefficient est important, eh bien, ça voudra dire aussi que les électrons seront plus localisés sur ces orbitales atomiques à plus gros coefficient. Donc, ça donne aussi un renseignement sur le positionnement des électrons. Si ces électrons sont représentés par cette orbitale, on dit s'ils sont dans cette orbitale, alors ils seront majoritairement plutôt sur l'atome A, dans un volume qui ressemble à celui de l'orbitale phi A1, que sur l'atome B, par exemple, ici. Si je travaille sur psi AB2, je constate que les trois coefficients sont à peu près du même ordre de grandeur, eh bien ça donne une orbitale qui est entre les trois orbitales à un niveau d'énergie intermédiaire sur laquelle on ne sait pas grand-chose. On peut imaginer qu'elle est ce qu'on va appeler non liante, puisqu'elle offre un niveau d'énergie inférieur à celui-ci, supérieur à celui-là, on ne sait pas trop pour l'instant choisir sa propriété. Pour phi AB5, c'est l'orbitale la plus élevée des trois orbitales du groupe de symétrie rouge. Elle va être donc la plus élevée possible. Je constate qu'elle va être plus proche en énergie de phi A4. Je peux prédire qu'elle aura un coefficient sur phi A4 plus élevé. Et effectivement, si on fait le calcul, on constate qu'il y aura un plus gros coefficient sur phi A4. Donc les électrons seront plutôt localisés toujours sur l'atome A, avec une grosse contribution du volume proposé par l'orbitale phi A4. Quant aux orbitales phi A2 et phi A3, elles n'appartenaient à aucun groupe de symétrie, j'avais classé ça en couleur, donc on va imaginer que phi A2 et phi A3 ne peuvent établir aucune interaction. Si elles n'établissent aucune interaction, elles n'établissent aucune combinaison linéaire, ou alors la combinaison linéaire elle est identique
à la source. Donc c'est bien une combinaison linéaire, c'est une fois phi à 2, c'est-à-dire c'est égal à phi à 2. Les coefficients sur l'ensemble des autres orbitales sont égaux à 0. Vous remarquerez aussi que les coefficients de phi à 2 et phi à 3 ici valent 0, bien sûr, puisqu'elles n'appartiennent pas au même groupe de symétrie. Donc j'ai ici phi à 2 et phi à 3 qui me donnent ces fameuses orbitales non liantes, ça j'en suis sûre, puisqu'elles sont intactes à ce qu'il y avait à l'origine. Donc je répète, lorsque les coefficients sont beaucoup plus élevés sur un atome que sur les autres, vous pouvez être sûr que l'énergie est proche de celle de l'OA correspondante. Donc ici, un gros coefficient sur phi à 1, l'énergie est la plus proche de phi à 1 possible, plus proche en tout cas que des deux autres. Et ici, le coefficient est plus gros sur phi à 4, et bien l'énergie est plus proche de phi à 4 que des deux autres de la combinaison linéaire. Nous allons poursuivre avec une étude de la force de l'interaction. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la force de l'interaction? La force de l'interaction, c'est la capacité du système à abaisser l'énergie par rapport aux orbitales sources. Donc, en clair, c'est la mesure d'un delta E, ici, la différence d'énergie entre une orbitale source et l'orbitale finale. Donc, ce qu'on cherche, c'est un delta E ce qu'on cherche est une interaction maximale et qui va se traduire par un delta E, un abaissement d'énergie, ce que je vais appeler l'interaction maximale. Donc l'interaction maximale, c'est ce que je vais représenter ici par le petit segment rouge, une descente en énergie ici, la plus grande possible. Donc on juge de la qualité d'une interaction par le meilleur pouvoir liant, si je puis m'exprimer, donc le gain en énergie qu'on va avoir. Donc imaginons deux orbitales 1 et 2 ici qui sont strictement au même niveau d'énergie. Eh bien, lorsque delta E est égal à 0, c'est là que j'ai l'interaction maximale. Donc si je représente le schéma ici, j'ai 1 et 2 qui sont exactement au même niveau d'énergie et l'interaction que je peux obtenir ici va être l'interaction maximale. Donc en clair, quand delta E sera minimal, j'aurai donc une interaction maximale. Donc ce que j'appelle delta E, ce que je marquerai par un segment noir ici, c'est le delta E entre les deux niveaux d'énergie des deux orbitales qui sont en interaction. Donc lorsque deux orbitales sont en interaction et sont très proches en énergie, ici le plus proche possible de même niveau d'énergie, c'est là que vous obtenez l'interaction maximale, la plus forte descente en énergie possible pour l'orbitale liante. A contrario, la plus forte aussi. Montée en énergie pour l'orbitale antiliante, ça va de pair, on n'y peut rien. Si vous passez à un delta E moyen, donc forcément votre interaction, elle va être moyenne et vous descendrez moins que précédemment. Regardez ici, vous avez un delta E initial que j'ai représenté ici en noir qui va conduire à une interaction moyenne, pas forcément pas du tout la même valeur, c'est purement fortuit, mais une descente qui sera forcément moindre que ce que vous aviez précédemment. Et si j'éloigne encore les niveaux d'énergie 1 et 2 pour passer à un delta E grand, eh bien je me retrouve avec un gain en énergie, c'est-à-dire une interaction de moindre qualité, c'est-à-dire une interaction faible. Eh bien, si le delta E qui est ici représenté en noir devient trop grand, vous sentez que ça ne va plus bouger du tout et qu'on va se retrouver avec des orbitales qui seront de type non liantes. Eh bien, on peut fixer une limite qui est de l'ordre de 15 électronvolts. Et si delta E est supérieur, donc si le delta E noir ici est supérieur à 15 électronvolts au départ, on peut négliger les interactions, même si les orbitales sont dans le même groupe de symétrie, ce qui permet parfois de faire des calculs simples et ce qui vous permet de travailler en diagramme non corrélé, c'est-à-dire en limitant les interactions à deux orbitales les unes avec les autres. Et je vous rappelle que si cette limitation ne conduit pas à un résultat correct, alors il faut passer à ce qu'on appelle les diagrammes corrélés, c'est-à-dire tenir compte de toutes les interactions entre toutes les orbitales. Alors en termes de combinaison linéaire, si je m'intéresse par exemple aux orbitales liantes qui sont ici, si je prends la première orbitale liante qui est là, dans la mesure où les deux orbitales initiales sont au même niveau d'énergie, eh bien, je ne suis pas plus proche en énergie de l'une que de l'autre, eh bien, les coefficients vont être identiques. Et donc, vous allez avoir, par exemple, 0,5 fois l'orbitale 1 plus 0,5 fois dans l'orbitale 2, des coefficients parfaitement identiques. Et pour l'antiliante, c'est pareil. Ce qui va la rendre antiliante, c'est que vous allez faire une différence de ces deux orbitales, vous aurez un signe moins ici, mais les valeurs des coefficients sont à peu près identiques. Ici, par contre, vous constatez que l'orbitale
elle, liante, est plus proche de l'orbital 2 que de l'orbital 1. Donc, le coefficient sur 2 sera plus grand que sur le coefficient sur 1. J'ai choisi des valeurs totalement arbitraires et donc j'ai décidé de mettre un 0,3 devant 1 pour un 0,7 devant 2, histoire de vous montrer que vous avez en gros 70% de participation de l'orbital 2 parce qu'on est plus proche en énergie et 30% de l'orbital 1 parce qu'on est proche en énergie. Inversement, l'antiliante est plus proche en énergie de la 1 et donc vous aurez en gros les proportions inversées. Alors pas forcément strictement identiques comme je l'ai fait là, mais une plus forte participation de l'orbital 1 dans la combinaison linéaire, un signe moins face à cet antiliant et une plus faible participation dans l'orbital 2. Pour finir ici, j'ai accentué le delta E, l'interaction devient de plus en plus faible, le gain en énergie ici est beaucoup plus faible, ce qui veut dire que l'orbital liante devient quasiment identique à l'orbital 2, et donc sa participation devient énorme, et donc j'ai mis ici 0,92, à 90% c'est quasiment du 2, et j'ai rajouté un petit 10% pour l'orbital 1. En antiliant, on a le phénomène inversé, avec le signe opposé de façon identique. Donc vous voyez ici la corrélation entre la notion de delta E fort, moyen, faible, moyen ou grand, qui conduit à une interaction forte, moyenne ou quasi nulle, et aussi les valeurs des coefficients qui sont dans les combinaisons linéaires, d'autant plus importants devant une orbitale que l'on est proche en énergie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le critère énergétique pour juger de la force de l'interaction. C'est donc la proximité initiale des niveaux d'énergie des orbitales que vous êtes en train de mettre en interaction qui va vous dire si l'interaction sera de qualité ou pas de qualité. Mais il y a un deuxième critère pour juger de la force de l'interaction, c'est le critère de recouvrement. Alors ce critère de recouvrement, il vous dit quoi? Eh bien, il vous dit que quand on représente le volume de probabilité de présence d'isodensité à peu près à 90, 95 ou 99% de nos orbitales atomiques qui entrent en interaction, eh bien, plus les volumes superposés sont importants, plus l'interaction sera grande. Eh bien, il s'avère que lorsque les recouvrements ont lieu dans l'axe de la liaison, tel que vous le voyez ici, c'est dans l'axe de la liaison que vous avez ce recouvrement. Donc le recouvrement, d'un point de vue mnémotechnique, c'est vraiment des surfaces qui se superposent. Et bien lorsque ces recouvrements ont lieu dans l'axe de la liaison, c'est là que l'on obtient les recouvrements maximum. Donc, on part du principe qu'un recouvrement dans un axe de liaison est un recouvrement maximum. Je vous rappelle que ça, on le verra plus tard, mais ce type de recouvrement dans l'axe de la liaison définit ce qu'on appelle des liaisons, des recouvrements sigma. Inversement, si vous faites des recouvrements tels qu'on les voit ici, de part et d'autre, vous voyez que les volumes se superposent non pas sur l'axe de la liaison, mais de part et d'autre de l'axe de la liaison. Donc lorsque les surfaces se mettent en contact ici, de part et d'autre de l'axe de la liaison, ici, si on imagine ces lobes qui grossiraient, parce que il n'y a pas de limite en réalité, c'est un nuage formel, la superposition elle va avoir lieu dans cette zone, la superposition elle va avoir lieu dans cette zone, c'est ce qu'on appelle un recouvrement de part et d'autre de la liaison, ça définit ce qu'on appelle des recouvrements pi, et bien ces recouvrements seront plus faibles que les recouvrements qui sont dans l'axe de la liaison. Donc en clair, ça veut dire que dans le cas d'un niveau d'énergie identique et d'un recouvrement dans l'axe de la liaison, c'est là que vous allez avoir l'interaction maximale. Si vous avez par exemple ici une différence d'énergie, ces deux-là vont avoir une certaine différence d'énergie, et que en plus le recouvrement est pi, eh bien le gain en énergie sera beaucoup plus faible, l'interaction sera beaucoup plus faible. Je précise que si on travaillait sur ça avec deux orbitales de même niveau d'énergie, eh bien l'interaction serait aussi plus faible que celle qu'on obtiendrait ici, puisqu'un recouvrement pi est toujours plus faible qu'un recouvrement de type sigma. Donc je répète, un recouvrement sigma c'est dans l'axe de la liaison, un recouvrement pi c'est recouvrement de part et d'autre. Donc deux critères pour juger de la force d'une interaction, prioritairement le critère énergétique, dans un deuxième temps le critère de la qualité de la superposition des volumes des orbitales que vous êtes en train de faire interagir.